Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Stéphanie, tu connais Christian Page? Stéphanie Villeneuve? Oui. Vous êtes rencontrés? Oui. Ça, moi, c'est comme... un entremetteur. Un entremetteur. Attention! Commence pas. Merci d'être avec nous, Christian Page. Je sais que tu es très occupé à plusieurs postes de radio. Tu as le culte 200... Le premier, oui. Il était là, oui. Je l'ai lu. Là, la question que j'ai, avant qu'on parle de ça, là, j'ai une question existentielle pour toi, Christian. Vas-y. Les gens te connaissent, là, tu sais, puis je me disais, t'es une bonne personne. Oui. Je te connais assez pour savoir que t'es une bonne personne. Merci. Pourquoi tu t'intéresses à des choses si horribles? Je te dirais, Benoît, dans l'actualité, hier, par exemple, dans le Journal de Montréal, il y avait cet article « Une mère décapite son enfant de 4 ans lors d'un rituel satanique ». Donc, on voit qu'on est dans l'actualité. Hein? Ce n'est pas des trucs qui se sont passés il y a 20, 30, 40 ans. Ça continue aujourd'hui. Et presque tous les jours, à ce micro, tu parles de croyances qui dérapent. Et c'est exactement les crimes occultes, c'est ça aussi. Ouais. Dans un univers peut-être différent, mais lorsque la croyance dérape, puis je ne parle pas de la... Là, on est dans l'antichambre de la folie. C'est pas celle des psychologues et des psychiatres, c'est celle qui fait dresser les camps de concentration ou celle que l'on voit tous les jours dans des dérapages tout à fait épouvantables. Et c'est ce qui m'intéresse dans ces fameux crimes occultes. À quel moment... quelque part, il y a eu ce dérapage qui fait que des gens qui adhéraient à des croyances un peu marginales en sont venus à commettre des gestes monstrueux. C'est pour ça que tes livres sont intéressants, Christian. On va se prendre 30 secondes sérieux après. Là, t'arrêtes, après là. ça. 12 affaires criminelles monstrueuses, rituels sanglants, agressions barbares, cannibalisme. C'est pas juste ça, le livre. Hein? C'est aussi l'enquête. C'est aussi la résolution. Trouver le coupable. Comprendre les mobiles, les motivations. Qu'est-ce qui amène des gens à commettre des crimes si horribles? Parce que il faut mentionner que dans les tueurs de l'occulte 1 et tueurs de l'occulte 2, ce sont toutes des investigations sur lesquelles j'ai été sur le terrain. Donc, j'ai rencontré les policiers, les procureurs, les gens qui ont été impliqués dans ces investigations. Oui, d'ailleurs, on voit ton joli minois à plusieurs reprises. Sur le terrain. Beau bonhomme, quand même. Quand même, je l'ai toujours dit. Mais le plus beau, c'est la photo en couverture. Vraiment, il y a beaucoup de Photoshop. Alain Delon, oui. Alain Delon, oui, sur son lit de mort. Mais tu as tout à fait raison. Donc, c'est des investigations que j'ai menées. Et ça me permet d'avoir une vision de l'interne. Par exemple, lorsque j'ai rencontré les policiers qui ont enquêté sur l'affaire de Richard Ramirez, un tueur épouvantable dans les années 80. Ça, c'est plus connu, là. On les connaît plus, celle-là. D'ailleurs, c'est amusant que tu mentionnes ça. Lorsque j'ai fait Tueur de l'occulte 1, j'avais mis de côté Richard Ramirez et David Berkowitz, qu'on connaît sous le nom de Son of Sam. Parce que je me disais, ce sont des histoires archi-connues et je ne veux pas répéter. Mais quand on regarde des documentaires qui circulent sur des réseaux, des plateformes comme Netflix, on voit que l'aspect occulte est très peu abordé. On le mentionne, mais c'est un peu par la bande. Ouais. C'est mal adressé. Alors que j'ai décidé de ressortir Ramirez et Berkowitz dans cet ouvrage-là pour bien situer la position occulte, en fait, le rôle que jouait l'occulte dans le crime. Je ne veux pas qu'on passe à travers chaque histoire, Christian. Là, de toute façon, les gens vont le lire. Mais moi, j'ai accroché, comment il s'appelle? Nikolai Ogolobiak. Et ça, c'est fascinant parce que, comme un des crimes, tu le décris, il se fait arrêter, et là, il est recruté. Incroyable. Il va s'en tirer. Raconte le crime, là, j'ai fait passer vite. C'est un groupe qui se livre à de l'occultisme, à des croyances sataniques. Hein? Il faut savoir qu'en Europe, le satanisme flirte étrangement avec le néonazisme. Hein. Contrairement aux États-Unis, où il y a une séparation, en Europe, le néonazisme, le fascisme et... Même Hitler était intéressé par Donc, on est dans cet univers-là. Donc, Ogolobiak et ses amis participent à des réunions. On est dans cette limite-là du fascisme néo-nazi. Et éventuellement, lors de 2 soirées consécutives, ils vont inviter des jeunes à participer à leur rituel. Leur intention est de passer parce que déjà, depuis quelque temps, ils commettaient des crimes sur des animaux. Après ça, on est passé... Ça revient souvent dans le livre. Hein? Et les crimes contre les animaux, dans le cas de Golobiak, ce qui est assez différent avec eux, c'est qu'à un moment donné, on est passé à faire du pillage dans des cimetières, agresser des cadavres. Donc là,
Là, on est vraiment... On est l'heure du dîner. On est l'heure du Christian. dîner. On se rappelle ça ensemble. On passe rapidement. Oui, s'il te plaît. Il commet ses crimes. Bon appétit. Et Golobiac va être... Et lui et ses acolytes vont être arrêtés, condamnés à de lourdes peines. Ouais. Mais Golobiac était le seul qui était majeur au moment des crimes. Donc, les jeunes étant âgés de 16 ou 17 ans, ils ont eu des peines légères. Golobiac a été condamné à la prison à perpétuité. Mais voilà, arrive la guerre en Ukraine. Et la Russie avait besoin de soldats pour aller combattre. En 2014. En 2014. Ah oui. Alors, Golobiac est détenu dans un pénitencier pour ses crimes. Alors, on lui propose, comme des milliers d'autres, je pense que c'est 200 000 individus qui étaient dans des prisons, de véritables goulags. On leur a proposé d'aller se battre au front contre l'Ukraine et que leur service serait considéré pour un allègement de peine, après quoi il serait libéré. Et c'est ce qui est arrivé à Golobiac. En partie, il était blessé parce qu'il a pilé sur une mine. Ben oui. Et éventuellement, il a passé des mois à l'hôpital. Aujourd'hui, il est handicapé, il a perdu une partie de sa vision, mais il est libre. Il est retourné chez lui, il vit avec ses parents. Remerciement de Poutine aussi. Voilà, un remerciement de Poutine qui l'a littéralement fait une espèce de dommage pour un soldat au combat. Et quand on sait effectivement le passé de cet individu, c'est quand même troublant. Mais de ça en voir ça. dit long sur le recrutement de gens pour l'équipe Wagner, je me souviens plus comment on appelle ça. C'était exactement l'équipe Wagner. Tu sais, puis de prendre n'importe qui, de psychopathe, de meurtrier, de violeur, puis viens-t'en, on va te traiter en mercenaire, on va te payer, puis on t'amène faire la guerre. Tout à fait. C'est Et fou, ça. moi-même, j'étais très surpris quand je suis tombé sur cette histoire-là. Le satanisme, Christian, c'était plus à la mode dans les années 80, 90. Là, tu sais, l'émission la plus regardée dans ton livre, tu dis ça, là, Geraldo Rivera, dans les années 80, c'est ça, il avait fait un spécial sur le satanisme et partout. En fait, c'est ce qu'on appelle la peur satanique qui s'était insérée dans la communauté. On croyait que les satanistes... On voyait ça partout, là. Partout. Hein, l'histoire de la Toi et garderie, moi, on faisait tourner nos albums de Led Zeppelin à l'envers parce qu'on croyait qu'il y avait peut-être des messages dessus. Mais en même temps, sur le plan social, les gens croyaient qu'il y avait des organisations sataniques un peu partout qui avaient infiltré les écoles, le gouvernement. Le plus long procès de l'histoire des États-Unis, c'est le procès de l'école McMartin pour une école primaire où on avait accusé les dirigeants de s'être livrés à des agressions sexuelles. C'est l'hystérie collective. Une hystérie collective. Et les gens, tu as tout à fait raison, on a l'impression que c'est passé. Mais j'explique bien dans l'ouvrage que la peur satanique, c'est un épouvantail qu'on peut nous secouer dans le visage à n'importe quel moment. Et on l'a vu récemment, lorsque des gens commencent à envahir des pizzerias parce qu'ils croient que des démocrates mangent des bébés dans des sous-sols, ce sont des démocrates vrai, satanistes. Non. C'est pas vrai, ça. Ou quand des élus nous disent qu'on peut contrôler le climat et envoyer des tornades sur la Floride, Ben oui. là, tu dis, on est exactement dans l'antichambre de ce que l'on voit avec la peur satanique. La peur satanique, c'est un bien grand mot. C'est une menace inconnue qu'on peut utiliser pour créer la peur chez les gens. Et tu dis qu'il y avait une nouvelle de ça. Je ne l'ai pas vue, la nouvelle hier. Hier, une femme de 26 ans au Brésil qui a tranché la tête, en fait, qui a décapité la tête de son poupon, de son petit garçon de 4 ans. Bon, les médias ont dit... Excuse-moi, j'entends les poches changer. Non, mais c'est dur. C'est dur à lire. Il y a des bouts qui sont durs à lire là, dans ton livre. Ouais. Vraiment, ça a dû être dur à écrire aussi, là, parce que je pense pas que tu te fasses plaisir à décrire des meurtres sordides. Il y a des crimes, lorsque je les écris, je revois les scènes de crime. Par exemple, quand on parlait de Ramirez, j'ai mis une ou deux photographies, de une d'ailleurs que j'ai coupé la tête de la victime parce que c'était pas beau à regarder, là, donc je me suis auto-censuré. Mais quand j'écris et je revois des scènes de crime, je revois des photos que les policiers m'ont montrées, des scènes de crime, il y en a certaines qui étaient particulièrement troublantes. Donc, je dois m'auto-censurer, mais pas à l'écriture. Faut pas en faire un spectacle non plus. Non, c'est pas faire du voyeurisme. Non, l'idée de montrer aux gens comment ces gens-là, il y a eu une descente à partir du moment où on a adhéré à une croyance qui était marginale. Il y a beaucoup d'ados dans le livre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont laissés à eux-mêmes ou qui sont malheureux ou qui sont ostracisés d'un groupe. Beaucoup de problèmes de toxicomanie, par exemple, qu'on retrouve là-dedans. Commence l'alcool, le pot, après D'ailleurs, Ramirez, je ne vais pas t'interrompre, Benoît, mais Ramirez... fais-toi plaisir. Ramirez, c'était exactement ça. Dans le cas de Ramirez, on parle de crimes ritualisés, non pas de crimes rituels. Ouais. C'est-à-dire que la raison première des crimes de Ramirez, c'est de pénétrer dans des maisons
maison, il abat l'homme de la maison qui pourrait s'avérer être un ennemi plus difficile à maîtriser. Ouais. Et ensuite, il agresse les femmes, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, peu importe, par exemple, leur race, pardon. Et ensuite, il agresse aussi, dans certains cas, les enfants. L'objectif premier de Ramirez, c'est de voler des objets, voler de l'argent, des objets qu'il peut refourguer à des receleurs, mais éventuellement, il ne veut pas être un simple assassin. Donc, il va laisser des pentagrammes sur les lieux. Et un des policiers qui avait été impliqué dans l'enquête sur Ramirez me disait « Ramirez avait la conviction que tant et aussi longtemps qu'il commettait ses crimes avec cette odeur de soufre autour du crime, il allait échapper à la justice. » Donc, on voit qu'il s'était créé lui-même une espèce de cocon imaginaire dans lequel il croyait pouvoir échapper à la justice. Après ce deuxième volume là, de l'occultisme puis de Christian, as-tu l'impression que le satanisme, c'est un peu comme les pistes cyclables à Montréal, là, c'est une maladie mentale? Oui. Ça finit toujours par un constat de schizophrénie ou de problème de santé mentale. Et j'aime que tu t'amènes cette vision-là, parce qu'au plan de la justice, si tu me poses la question, tous les gens qui sont décrits dans cet ouvrage-là souffraient tous de maladies mentales, tous. La problématique ici, c'est qu'au niveau de la justice, la question n'est pas de savoir si l'individu souffre d'une maladie mentale, mais au moment de commettre son crime, était-il conscient qu'il commettait un crime? Et même si à ce moment-là, il souffrait d'une espèce de délire satanique, il peut être reconnu responsable de son crime. Yeah. Mais effectivement, tous ces gens-là, à un moment donné, on sombre dans une forme de délire. Avant qu'on se quitte, il y a aussi l'histoire, parce que là, tu sais, t'as le satanisme, mais t'as aussi le Manuel Blanco Romansanta. Oui, Roma Santa. Mais lui, c'était un loup-garou, là. Ouais. C'était dans sa tête. Ça, Benoît, c'est l'histoire la plus difficile que j'ai eu à couvrir. Il m'a fallu 10 ans avec les autorités espagnoles de Galice pour obtenir la copie complète du procès de Roma Santa. La plupart des crimes qui sont dans l'ouvrage, en fait 90% des crimes dans l'ouvrage sont des crimes contemporains. Mais il y a certains crimes particuliers qui me suis offert un petit détour dans le passé. Les crimes de Roma Santa remontent au milieu du 19e siècle. Il se croyait un loup-garou. Il a donc assassiné une dizaine de personnes. Il les a dévorées. Et ce qui est extraordinaire dans l'affaire de Roma Santa, c'est au moment de son procès, il est condamné à mort pour ses crimes, mais on est à l'époque où la psychologie, la psychiatrie est naissante et des psychologues et des psychiatres vont faire pression sur le ministère de la Justice en Espagne pour ne pas exécuter Roma Santa. On dit il ne faut pas l'exécuter, il faut l'étudier. Et finalement, ça va remonter jusqu'à la reine Isabelle II qui va gracier Roma Santa. On va l'envoyer dans un pénitencier où il va mourir quelques années plus tard. Et Roma Santa est le premier cas reconnu sur le plan médical de lycanthropie. Donc, une espèce de délire dans lequel les gens se croient transformés en animaux. Dans le cas de Roma Santa, c'était... Mais il se sentait transformé. Il sentait son corps. D'ailleurs, Benoît, ma grande surprise, quand j'ai reçu les archives du gouvernement de Galice, quand j'ai regardé la première page, la page frontispice du dossier énorme, qui contient plus de 2000 pages, la première page, c'est écrit en écriture manuscrite « Homo Lobo », l'homme-loup. C'était le procès de l'homme-loup. Même au niveau judiciaire, lorsqu'on a procédé au procès de Roma Santa, c'était l'homme-loup d'Alarive. Tu as fait venir toute la documentation, toi. D'Espagne. Au début, j'étais en Espagne, au début des années 2000. Je tournais à la recherche des reliques saintes. On avait fait un truc sur les apparitions mariales. On avait été au Portugal et en Espagne pour les apparitions pas de Medjugorje, mais de San Sébastien. Et à ce moment-là, j'avais rencontré les autorités espagnoles et à partir de là, j'ai commencé ma démarche. Je voulais avoir le procès de Roma Santa, mais il était classé... 20 ans plus tard, il était classé dans les archives royales de Galice. Ouais. Ça a été très difficile. C'est un petit côté loup-garou, qui lâche pas. Bon, Christian Page, c'est en librairie. En librairie. Le tueur de l'occulte 2, parce qu'il y a le 1, mais c'est pas juste des histoires lugubres, c'est aussi la compréhension de ces événements-là, puis qu'est-ce qui motive les gens à commettre des gestes si horribles. Et les transformations de la société aussi. La peur satanique, c'est dû un peu aux femmes. L'émancipation des femmes... Toujours. Mais l'émancipation des femmes dans les années 60 et 70 a entraîné cette peur satanique, parce que les femmes quittaient leur foyer, laissaient leurs enfants à des garderies. C'était perçu un peu comme un geste du diable. Il y avait péril en la demeure. Ça, c'est incroyable. Moi, je pensais que Satan avait pris sa retraite. Non, pas... on n'entendait plus parler, là, puis là, tout à coup, toi, tu ramènes ça. Il y a un vieux proverbe indien qui dit « Le diable a toujours besoin d'amis ». Ah bon?
En voilà un. Merci, Christian Page. Ça me fait Bonne chance. plaisir, Benoît. Salut.